Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là, encore là, puisqu'on est la dernière table ronde de ce Medfel, avec les prévisions européennes de récolte abricot. Donc difficile de succéder au show Olivier Dauvert, mais on va essayer de vous intéresser, de vous tenir un petit peu en haleine avec ces prévisions de récolte. Je vais d'abord présenter les intervenants. Je me suis rendu compte en installant un petit peu la table ronde que c'était des intervenants 100% masculins. Je m'en excuse. D'habitude, on a la chance d'avoir toujours une intervenante féminine, mais malheureusement, c'est pas volontaire. C'est fortuit. Donc, on va commencer la présentation des intervenants autour de la table. Et puis, on a également deux intervenants qui sont en visioconférence. Je vais commencer à ma gauche, n'y voyez aucune allusion. Bruno Darnaud, président de l'AOP Pêche et Abricot de France, donc qui représentera la France bien sûr, et en particulier la région de la Vallée du Rhône. Thomas Bosi, du Centre Service Ortofruticolo de Ferrare, qui présentera les données pour l'Italie. Le local de l'étape avec Jean Prats, producteur d'abricots en agriculture biologique à Rivesaltes, dans le département des Pyrénées-Orientales. Et pour finir, Santiago Vasquez de la coopérative La Vega de Cieza dans la région de Murcia, qui représente la fédération des coopératives agricoles espagnoles. Et on a, si la technique le permet, deux intervenants en visioconférence avec Georges Kanzios de la coopérative Azepop dans le nord de la Grèce, en Macédoine. Voilà, bonjour Georges, merci d'être avec nous. Et enfin, Manel Simon, le directeur d'Afrucat, l'association des producteurs de fruits de Catalogne, qui est présent avec nous depuis l'Érida. Bonjour Manel et merci d'être là également. On va rentrer dans le vif du sujet avec, comme d'habitude, pour ceux qui ont l'habitude de participer à ces prévisions de récolte, un petit coup de rétroviseur sur l'année passée, 2021. 2021, une année marquée par le gel un petit peu partout dans les zones arboricoles européennes et en particulier pour les zones de production d'abricots. Avec la première diapositive. Voilà, donc la physionomie de la production d'abricots en 2021. On va faire un petit tour d'Europe. On va commencer par la Grèce. Les moyens techniques pour le moment nous disent qu'on est encore en contact avec la Grèce. On espère que ça va tenir, mais commençons déjà avec la Grèce. Donc Georges Kanzios, au niveau de la Grèce, comment s'est déroulée cette campagne 2021 en termes de volume de production et de marché? Bonjour à tout le monde. Si j'ai bien compris la question, c'était l'année dernière, comment s'est déroulée la campagne de 2021. Bon, l'année dernière, c'était pour la Grèce une année difficile en ce qui concerne la production d'abricots. Et on a comment dire, actualisé à peu près 55 000 tonnes des abricots, tandis que la moyenne des 5 dernières années, c'était à 80 700 tonnes. Ça veut dire qu'il y avait une diminution à peu près de 20%. De 20%. Et l'année dernière, on avait des dégâts très forts, même au sud et au nord de la Grèce, à cause des conditions climatiques. Il a fait trop froid au mois de février, ensuite il a fait au mois de mars des gelées. Et c'est pour ça qu'on a eu cette quantité des abricots. Et bon, en ce qui concerne au niveau commercial, c'était une bonne année. La campagne s'est déroulée bien. Les prix, ils étaient corrects, bons, je peux dire. Mais quand même, pour les producteurs qui étaient touchés fort par les gelées, ils ont eu une forte diminution de la production. Et l'augmentation des prix qu'ils ont obtenus n'a pas pu compenser cette perte, tandis que les autres, ils avaient moins de pertes de production, c'était bon. Voilà. Merci. La situation, en gros, l'année dernière. Merci. En Grèce. On continue le tour, on va passer à l'Espagne. Donc Santiago, l'année dernière, comment s'est déroulée la production? Est-ce qu'il y a eu des problèmes climatiques et le marché pour l'abricot espagnol? Bueno, buenas tardes. Bonjour.
Merci. Alors, en ce qui concerne l'an dernier, il est important de tenir compte d'un épisode climatologique important qui a réduit une partie de la production en Espagne et qui a signifié, surtout dans certaines régions, des pertes importantes d'abricots, surtout plus particulièrement dans le nord. Et en plus avec ces problèmes climatologiques pendant toute la saison. L'an dernier, c'était une saison en deçà du volume habituel des autres années et outre les graves problèmes climatologiques que nous avons eus, cela signifiait un marché très léger de marchandises où les prix ont été augmentés et la demande nationale a été réduite parce qu'on a importé plus de quantité et cela ne nous a pas permis de répercuter une augmentation que nous aurions voulu pour la distribution. De ce point de vue, et finalement, la moyenne a fini par être satisfaisante, bien que dans certaines zones, cela n'a pas été suffisant pour compenser les revenus moyens habituels des producteurs d'abricots en raison de cette diminution de marchandises. Par ailleurs, la qualité a été acceptable et nous avons pu travailler pendant toute la campagne avec une qualité relativement bonne. J'ai oublié de vous dire, excusez-moi, que vous pouvez récupérer un appareil pour la traduction si vous ne comprenez pas l'espagnol ou l'italien. Excusez-moi. Oh. Et également, vous dire qu'à la fin de la conférence, vous aurez, comme tous les ans, un petit document avec les différentes données que nous présenterons. Donc, quand les chiffres seront annoncés, vous pourrez récupérer toutes ces données à la fin de la présentation. On reste sur l'Espagne, peut-être Manel Simon d'Afrocat, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur la campagne 2021 en abricot dans le nord de l'Espagne et en Catalogne en particulier? Manel? Sur le problème de climat, de gelée, de mauvais temps, ce qui a signifié une production d'environ 29 000 tonnes. Et donc une campagne un petit peu différente de ce qu'on attendait. Donc nous avons eu des pertes de production, mais une fluidité commerciale correcte. On continue avec l'Italie. Thomas, même question. Comment s'est passée l'année 2021 en Italie au niveau de la production et au niveau du marché? De même, en Italie, 2021, la production a été très limitée. Elle a dépassé légèrement le 2020, qui a été l'année le minimum historique, à cause des gelées qui ont frappé toutes les zones. Et pendant l'été, nous avons eu une sécheresse dans certaines régions et zones. Sans doute, pour ce qui concerne la production, on est en ligne avec ce qu'ont dit les autres pays. Nous pouvons le considérer, le 2021, une année assez positive, avec des ventes plus fluides, surtout dans la deuxième partie de la saison. Et cela est dû à une offre très limitée. Et c'est juste, comme l'ont dit mes camarades, que dans certaines conditions, lorsque les récoltes ont été limitées, les prix n'ont pas toujours été suffisants pour permettre une bonne... On termine avec la France, Bruno. La France qui a été un des pays sans doute les plus touchés par ce gel en 2021 avec une production extrêmement faible. Comment s'est déroulée la saison pour les producteurs d'abricots français? Une année 2021 qui a été marquée par le gel du 8 avril 2021. Alors, qui a été différent selon les régions, qui a fortement touché la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et plus on descendait dans le sud, beaucoup moins. Donc on va dire qu'on a eu une campagne en volume très basse, puisqu'on a fait à peine 55 000 tonnes d'abricots. Donc un marché très fluide, avec des prix élevés. Et une difficulté peut-être de mise en rayon, puisqu'on avait peu de volume à fournir tout au long de la saison. Donc ça a été un petit peu compliqué. Des prix, on peut dire, attractifs, peut-être trop attractif ou pas assez pour le consommateur. Voilà, il a fallu trouver le juste milieu. Mais globalement, c'est une année positive
pour les producteurs qui ont eu du volume, puisque ceux qui ont eu du volume ont eu des prix attractifs et un marché plutôt fluide. Et malheureusement, on a eu beaucoup de producteurs qui ont perdu 80 à 100% de la récolte. Ben, ces gens-là sont plutôt frustrés. Donc voilà, une année qui a été vraiment marquée par cet aléa climatique et surtout, même sur ce marché fluide, une difficulté à certains moments parce que la mise en rayon a été compliquée, parce qu'il fallait assurer des volumes et qu'on avait du mal à les assurer tout au cours de la saison. Mais plutôt positif pour ceux qui ont eu du volume et des résultats, on va dire, très hétérogènes pour l'ensemble des arboriculteurs, selon la région ou selon le gel, comment il a tapé le 8 avril 2021. Et pour compléter, Jean, au niveau des Pyrénées-Orientales, sur le bassin du Roussillon? Donc nous, personnellement, on a été assez touchés par le gel, mais en fait, on est un peu une exception sur le Roussillon. Et globalement, les vergers d'abricots dans le Roussillon étaient très chargés en 2021, et ce qui a induit du coup des volumes assez importants de commercialisation. Et les producteurs conventionnels étaient plutôt contents parce que, comme vient de le dire Bruno, les rémunérations étaient quand même assez sympathiques l'année dernière. Par contre, sur le bio, on a vécu un marché un peu différent. En fait, l'abricot bio français est situé principalement dans le Roussillon. Et comme on avait un volume de production assez important sur le Roussillon, on n'a pas eu cette hausse de prix par rapport aux années précédentes qu'on a vu en conventionnel sur le bio aussi. Donc on a quand même fait une belle saison sur l'abricot bio, mais on n'a pas eu cet effet prix dû au manque de volume en fait, au niveau national. Ok, merci. Donc on va passer maintenant à l'année 2022. On va commencer, alors je vais avancer mes diapositives, on va commencer par la Grèce, parce que voir si on a les bonnes liaisons avec notre ami Georges Kanzios, donc on va passer directement à la Grèce, voilà. Donc la physionomie qui a été rapportée par Georges tout à l'heure sur la production grecque en 2021. En grec, vous avez deux zones principales de production, avec le Péloponnèse au sud de la région de Corinthe et le nord, la Macédoine, dans la région de Thessalonique, avec deux bassins de production, un plus précoce et un plus de saison tardif. Donc Georges, si tu m'entends, comment se présente la campagne 2022 en Grèce en termes de volume et de préparation de saison et de marché? Bon, la situation pour l'année 22 se représente meilleure que l'année dernière. Dans les deux bassins principaux, comme vous avez dit. Bon, pour les bassins du sud, pour les Péloponnèse, la production, ce sera à peu près au même niveau que l'année dernière. Ça veut dire qu'elle a plus de dégâts que celle du nord de la Grèce, de la Macédoine, du côté de Thessalonique. Et on attend pour cette année une production à peu près de 30 000 tonnes du Péloponnèse et 34 à 500 000 tonnes de la Macédoine. Et ça veut dire en total pour la Grèce 64 500 tonnes, ce qui est une hausse de 9 500 tonnes par rapport à l'année dernière. Ça veut dire que la situation est la meilleure. Ce qui représente une hausse par rapport à l'année dernière de 17%. Quand même, pour la moyenne des 5 dernières années, on est encore, il manque, on est à moins 20% de la production. Et je peux dire même plus parce qu'il y a des parcelles avec des arbres en petit âge qui vont rentrer en production. Normalement, on devrait en avoir plus. Voilà la situation, comment se présente jusqu'à ce moment. Merci. Donc on continue avec la présentation des diapositives. Là vous avez la présentation habituelle des graphiques qui représentent la moyenne des années, des 5 années précédentes, 2016-2020, où on était à peu près 80 000 tonnes de potentiel de production. La production de 2021, comme l'a dit Georges Kanzios, un peu pénalisée par le gel, autour de 55 000. Cette année, encore un petit peu de gel dans le nord de la Grèce, à la région de Macédoine, un peu moins dans le Péloponnèse. Et on devrait atteindre donc à peu près 65 000 tonnes de potentiel de production. Donc on est en dessous
du potentiel optimal, mais on est quand même sur des niveaux à peu près corrects sur cette production grecque. Ce qu'on peut ajouter par rapport à des échanges qu'on avait eu également avec Georges précédemment, c'est que c'est plutôt les variétés à floraison précoce qui ont été touchées dans le nord de la Grèce, donc plutôt un déficit sur le début de saison et une saison et fin de saison plutôt correcte en termes de potentiel de production. Dans la physionomie de la production grecque, pardon, je suis allé trop vite. Voilà, la physionomie donc avec les deux bassins de production assez équilibrés, le Péloponnèse à 34 500 tonnes et la Macédoine à 30 000 tonnes. Alors je vais revenir en arrière rapidement sur mes diapositives pour commencer avec l'Espagne et je vais laisser la parole à Santiago Vasquez pour nous dire un petit peu comment se présente cette campagne 2022 en Espagne. Eh bien, la campagne 2022 est marquée par la météorologie en Espagne. Nous avons eu la malchance d'avoir une tempête au début d'avril qui a dévasté des zones de production et franchement, ça a été très intense pendant 3 jours de suite avec des températures en deçà de 0 pendant la nuit, ce qui a affecté beaucoup notre volume de production. Aujourd'hui, on parle de 59 000 tonnes au total et donc avec des pertes dues au froid en grande partie et des 37% inférieurs à la campagne de l'an dernier. Donc 50% de notre capacité totale qui a été affectée. À ces prévisions, il faut ajouter ce qui s'est passé ensuite, étant donné la pluie persistante du mois de mars, avec des problèmes de nouaison, d'humidité et des pluies de jusqu'à 600 litres par mètre carré dans des zones du sud de l'Espagne où la production est importante et qui a signifié des pertes de marchandises, des pertes de fruits et aussi avec des pourritures dues à l'humidité. Ce que l'on peut ajouter, c'est que la campagne commence avec une semaine de retard par rapport à l'an dernier et aujourd'hui, on a commencé dans les zones les plus précoces et l'offre commence un petit peu plus tard. Bon, c'est un bon point pour la distribution et pour l'instant, les perspectives de prix sont assez bonnes. Et finalement, c'est pas si mauvais que ça, mais ce qui a marqué cette campagne, c'est les pertes dues aux mauvaises conditions climatiques. Observation pour le nord de l'Espagne, Santiago, je voulais un petit peu continuer sur un autre sujet, une autre thématique, le sujet de la guerre en Russie et en Ukraine. Est-ce que ce conflit va générer des difficultés au niveau de la commercialisation de l'abricot, notamment pour la région de Murcia, qui est une zone exportatrice importante? Est-ce que ces destinations étaient des marchés importants? Sí, bueno, las producciones más precoces no solían... Les productions les plus importantes n'allaient pas n'étaient pas pour le centre de l'Europe, mais on exportait vers la Russie et l'Ukraine. Alors, ce qui est clair, c'est que tout au long de l'hiver et depuis que la guerre a commencé, eh bien, les fruits à noyaux seront difficiles à exporter et en fait, l'impossibilité d'exporter vers la Russie, oui, pose un problème. Mais ce n'est pas seulement un problème de la production espagnole, mais d'autres produits et d'autres productions. Et donc, maintenant, les produits aussi qui venaient de Russie souffrent également, surtout pour les semaines à venir. Nous ne sommes pas encore en confluence avec d'autres régions de production européennes, mais pour l'instant, oui, il y a cette réduction de la production qui nous permet de juguler les choses. Ces observations sur l'Espagne, le nord de l'Espagne et la région de Catalogne et d'Aragon. Manel, si tu peux nous dire quelques mots sur cette prévision 2022 en abricot, puisque cette région, Catalogne et Aragon, c'était sans doute une des plus touchées par le gel.
Comment vous envisagez cette campagne 2022? On a eu une situation difficile et, par exemple, on a eu, par exemple, de 20 000, ça s'est réduit à 3 000 tonnes. Et en Catalogne, de notre potentiel de 11 000 à 3 000 tonnes seulement. Ça a été donc une réduction importante de 107%. Et on doit encore voir quel est le résultat définitif. Donc, disons que tout ce gel du mois d'avril nous a beaucoup touchés et nous espérons que avec le peu de produits qui va nous rester, on va essayer de faire une campagne plutôt fluide et avec de prix qui soient meilleurs que les autres années. Oui, on doit tous avoir des meilleurs prix, même si l'année passée était déjà une bonne année du point de vue de prix. Comme tu l'as dit, bon, on dit de la guerre de l'Ukraine, mais c'est la guerre de la Russie. Comme vous le savez tous, ceci a comporté une augmentation de l'énergie et ceci aussi a supposé l'augmentation de prix dans le transport, dans les emballages, le conditionnement et dans de différents coûts. Et non seulement nos coûts, mais les coûts de production de toute l'Europe. L'augmentation est très importante. En fonction des entreprises, on parle d'une augmentation de prix entre 30 et 45%. Donc, on doit donc être capable de vendre et faire du marge commercial. Et en plus, par la loi alimentaire, la loi espagnole qui est la plus restrictive en Europe, et on peut dire que cet été, les prix doivent être plus élevés. Merci, Manel. Donc on va regarder cette évolution de la production espagnole en revenant sur la carte de l'année dernière au niveau du diaporama. Si on peut voir les diapositives. Donc vous avez la principale région de production qui est la région de Murcia et ensuite le développement de l'abricot dans d'autres régions du nord notamment comme l'Aragon et également dans un moindre niveau la Catalogne. Donc ça c'était une production espagnole qui était déjà déficitaire comme elle était les 2 années antérieures également mais qui était quand même relativement satisfaisante. Cette année donc comme les 2 intervenants que ce soit Santiago ou Manel l'ont dit, le gel a été extrêmement violent sur le nord de l'Espagne et la vallée de l'Èbre en particulier, puisque là vous voyez les prévisions de récolte pour l'Aragon qui avait un potentiel entre 15 et 20 000 tonnes et qui annonce des productions qui vont tourner autour de 3 000 tonnes. Donc une production nettement en baisse. Exactement même chose en Catalogne, une région de moindre potentiel, mais là aussi la baisse est très significative en termes de production puisque le gel a touché des vergers début avril, donc avec des températures qui sont descendues au -4, -5 et parfois en dessous. La situation, même situation Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha, c'est à l'intérieur des terres, un peu au-dessus de Murcia, sur la Meseta, le plateau, donc en altitude. Et là aussi, le gel a été très, très violent. Et là aussi, depuis pas mal d'années, on a des réductions de production à cause du gel. La zone de Murcia, on a un change d'échelle qui est la principale zone de production, a été sans doute moins affectée. Mais comme le disait Santiago, actuellement encore, il y a des problèmes climatiques avec des pluies abondantes, un retard de production. 600 mm à Murcia, 600 mm c'est presque 3 ans de pluie à Murcia, qui sont tombés en un mois. Donc effectivement c'est extrêmement spectaculaire et les dégâts qui sont annoncés, ils vont encore se voir puisqu'on le disait, il y a des amandes qui sont mal formées, la nouaison qui n'a pas été parfaite. Donc là aussi, le potentiel de production n'est pas atteint puisqu'on peut tourner en Murcia à peu près 80 000 tonnes de potentiel et là on atteindra les 40 000 tonnes. Donc vous voyez la production espagnole telle qu'elle est prévue. Donc voilà, ce que je disais tout à l'heure, l'Espagne qui avait été sans doute un des pays les plus épargnés l'année dernière par le gel et cette année sans doute celui qui a été le plus touché avec une baisse spectaculaire du potentiel de production puisque
d'un potentiel de production qui tourne à 130 voire 150 000 tonnes. L'année dernière, on était à 93 000 et cette année, on n'arrive pas à 60 000 tonnes de potentiel de production. Et comme le dit Santiago, un léger retard des débuts de récolte, puisque les récoltes ont une semaine à 10 jours de retard actuellement pour les régions les plus précoces. Dans la physionomie de la production cette année, avec la région de Murcia qui est pratiquement aujourd'hui la seule région avec des volumes significatifs prévus pour cette campagne 2022. On continue avec l'Italie. L'Italie avec deux zones principales de production, l'Émilie-Romagne dans le nord et le sud de l'Italie avec la Calabre, Basilicate, Campanie. Donc on va passer la parole à Thomas pour faire un petit peu un point sur cette prévision de récolte de 2022 et comment les producteurs italiens perçoivent le marché cette année avec également les bouleversements au niveau politique, géopolitique qu'on observe actuellement. Pour vous parler de la production après 2 années qui ont été très difficiles, nous avons une production qui a vraiment baissé à cause du gel. Donc, la production italienne s'est stabilisée. Nous avons une bonne floraison dans toutes les régions. Il y a eu en 2022 des gelées aussi, mais l'impact a été marginal. Non pas aussi significatif que dans le passé et du produit va nous manquer au début de la saison. Mais je le répète, la situation est équilibrée, régulière, pas inférieure par rapport à une année de production essentiellement bonne. 15% nous avons. Et par rapport à la saison, nous avons un retard, nous aussi, comme les collègues espagnols, de environ 10 jours, une semaine, parce que à partir de mars, il a fait très froid et pendant avril, il y a eu de grandes variations thermiques. En ce qui concerne le marché, il y a un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Nous espérons que cela va bientôt se terminer. Et pour les débouchés commerciaux, l'Ukraine n'est pas vraiment un pays où nous exportons beaucoup. Donc nous n'avons pas un impact significatif. Mais indirectement, il y a d'autres exportateurs européens qui vont concentrer sur le marché européen leur production et ceci va créer une concurrence plus accrue, bien évidemment. En ce qui concerne les coûts, chez nous aussi, en Italie, nous avons une augmentation des coûts énergétiques, des matières premières, de l'emballage. Et ça, vraiment, ça nous laisse un point d'interrogation par rapport à la situation. C'est un facteur qui vient s'ajouter et que nous devons étudier pour cette saison. Merci. Une autre question. Un petit peu l'évolution du verger italien en abricot. Est-ce qu'il y a un renouvellement du verger, une évolution variétale vers de nouvelles variétés, aussi bien au nord qu'au sud? Oui, votre question est juste. Après plusieurs augmentations, dans le passé, nous avons eu une réduction des surfaces pour des raisons physiologiques. Après plusieurs années où nous avons planté, maintenant nous avons un ralentissement. Et pas de baisse. Par rapport aux variétés, aussi bien dans le nord que dans le sud, les producteurs, peu à peu, étalent leur calendrier de récolte. Donc nous n'avons plus une production qui se concentre sur 2 mois, comme on le faisait il y a 10 ans, mais maintenant, on plante de nouvelles variétés et on étale le calendrier qui va jusqu'à juin-juillet. Merci. Donc on va voir un petit graphique avec la production italienne par région. L'Émilie-Romagne qui l'année dernière a été fortement touchée par le gel. Cette année, il y a eu quelques dégâts de gel mais beaucoup plus limités. Et donc un potentiel qui tourne autour de 77 000 tonnes prévues. Et au niveau du sud de l'Italie, avec la principale zone de production, donc un potentiel là aussi un petit peu plus élevé que l'année dernière, avec 160 000 tonnes qui sont prévues. Ça donne un total pour l'Italie, même physionomie, avec l'année dernière 187 000 tonnes produites et cette année 263 000. Donc on est en dessous du potentiel optimum italien, mais on s'en rapproche quand même, puisque l'Italie avait atteint jusqu'à 300 000 tonnes il y a quelques années. Donc la 263 000, un léger déficit, mais une année quand même qui est très différente de celle de 2021.
Et donc la production en Émilie-Romagne et dans le sud, avec une bonne production. Et comme on le disait, un léger retard au niveau de la maturité et de l'arrivée en production, notamment pour les régions du sud. On termine par la France avec la production 2021, on en a parlé tout à l'heure, avec la principale zone de production qui est la vallée du Rhône, qui avait perdu énormément de production. La situation un peu moins critique sur le Languedoc-Roussillon et PACA, même s'il avait aussi également un déficit significatif. Donc on va passer la parole à Bruno. Comment se prépare cette campagne 2022 en termes de comment ça s'est passé au niveau climatique et comment l'AOP prépare cette campagne? Alors, 2022, très différent de 2021, puisque très clairement il y a eu des nuits de gel importantes, mais les producteurs, les arboriculteurs français se sont quand même beaucoup mobilisés. Il y a eu quand même pas mal de nuits de lutte. Et aujourd'hui, on peut dire que l'impact est très limité et qu'on va enfin peut-être avoir une campagne normale sur la France, ce qui n'était pas le cas de ces 4 dernières années. On a quelques zones un peu particulières, je pense à des coteaux, notamment en Ardèche, on y reviendra un petit peu dans les Pyrénées-Orientales. On a la zone des Baronnies, mais même dans ces zones-là, on a quand même des exploitations qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Et là aussi, on n'a pas de zone homogène comme on avait eu en 2021. Donc on va se retrouver clairement avec une campagne dite normale. Et j'espère qu'on approchera au moins les 128 ou les 130 000 tonnes. Ce qu'il faut dire quand même sur la production française aujourd'hui, c'est qu'on a eu 4 années très compliquées avec du gel et de la grêle, peu de potentiel et une dynamique de plantation qui a beaucoup diminué. Puisque lorsqu'on prend les chiffres de l'AOP pêche et abricot de France, on arrache à peu près 300 hectares par an et on en replante seulement 100 depuis 4 ans. Donc ça veut dire qu'on a un verger qui descend. Et donc très clairement, une année normale en abricot, on était plus proche des 150, 160 000. Là, on sera qu'aux 130 000, mais enfin peut-être une année normale. Mais on n'est que le 28 avril, donc on va attendre un petit peu. On n'est pas à l'abri d'orage de grêle, mais quelque part aujourd'hui, on reste plutôt optimiste. Et on devrait pouvoir avoir de l'abricot français dans les rayons tout au long de la saison et pas avec le manque qu'on a connu l'année dernière. Comme mes collègues, je réinsiste sur l'augmentation des coûts, qui est quand même aussi phénoménale, puisque l'énergie, on en a parlé, le transport, on en a parlé, mais on a les emballages, on a une augmentation du SMIC qui va arriver, c'est la 3e en moins d'1 an. Ça veut dire qu'on a quand même une explosion des coûts. On a aussi une attitude du consommateur qui est interrogative, on verra comment ça va se passer. On espère une météo clémente, mais aujourd'hui on est plutôt optimiste à l'heure où je parle, parce qu'enfin on a de l'abricot français sur toutes les régions, et au moins pour tous nos distributeurs. Et le retard prévu de l'abricot espagnol, un petit peu décalé, les impacts directs et indirects du conflit russe-Ukraine, comment vous voyez un petit peu ça en termes de déroulement de campagne? Alors beaucoup d'incertitudes. Encore une fois, l'incertitude, ça va être l'attitude du consommateur devant une inflation qui va être forte, parce qu'on parle des coûts à la production, mais on sait que l'inflation est multiple. Donc quelle va être l'attitude du consommateur? Mais encore une fois, si on a du produit de façon normale et avec une qualité, on espère une bonne météo, ça devrait plutôt bien se passer. Aujourd'hui, on a plutôt des feux qui sont ouverts. Et on est plutôt en place, et on voit les contacts avec la distribution aujourd'hui qui se passent plutôt bien. Mais le juge de paix, ça sera le consommateur et la météo. Mais encore une fois, je suis plutôt optimiste parce que ça fait la 4e année aujourd'hui où on peut enfin annoncer aujourd'hui une récolte normale en France. Jean, pour compléter, l'année dernière, on avait été relativement épargné. Cette année, ça a été plus compliqué en Roussillon. Comment vous voyez un petit peu sur ton exploitation et sur le bassin globalement la production 2022? Point de vue météo, il y a donc surtout la haute vallée de la Tête qui a été touchée par le gel. Dans le Roussillon, on a été quand même pas mal épargné par le gel. Par contre, on a eu un autre souci un peu embêtant. On a eu 10 jours de pluie non-stop à la mi-mars, pendant la floraison de certaines variétés, notamment les variétés du rouge du Roussillon. Et en fait, les fleurs sont tombées sous la pluie où le pollen a été lessivé. Et donc, c'est des variétés où on aura très peu de charges cette année. Donc, heureusement, ça ne concerne que quelques variétés. Mais je pense qu'en début et en fin de saison, la charge est jolie. On risque d'avoir une baisse de saison sur la fin du mois de juin, peut-être sur un créneau d'une dizaine de jours, je pense. Un volume en deçà de ce dont on a l'habitude.
Après, sinon, globalement, sur le bassin en général, il y a quand même une charge qui est intéressante en dehors de ces 15 jours. Ces deux variétés en fait, qui seront un peu manquantes cette année, quoi. Et puisque tu es producteur bio, l'évolution du marché, cette année, le Roussillon étant touché par la perte de production, on est un peu à l'envers de l'année dernière, donc on devrait avoir un marché bio plus fluide. Mais il y a quand même structurellement des questions qui se posent sur ce marché bio. Oui, ben en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, le principal de l'abricot bio est situé dans le Roussillon. Et les variétés rouge Roussillon qui ont été cette année impactées par les pluies sont en fait les variétés un peu motrices sur l'abricot bio. Donc je pense que le marché bio risque d'être pas mal impacté par ce manque de production. Après, ouais, on sent que le marché bio est en train de se tasser un peu sur l'abricot. Il y a eu beaucoup de conversions dans le coin. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des metteurs en marché qui ne sont pas forcément structurés et des volumes qui partent un peu dans tous les sens. On espère que le consommateur ne va pas bouder le bio cette année. À mon avis, il y a encore des choses à faire en abricot bio quand même. C'est un produit qui plaît et qui fonctionne ici. Donc après, bon voilà, à voir ce que ça donne, cette baisse de production sur la fin du mois de juin, comment ça va se passer. Merci. On va passer à la carte des prévisions de récolte pour la France, avec les différentes zones de production, en commençant par Rhône-Alpes. Les diapos. Voilà, donc Rhône-Alpes avec une production vraiment très limitée l'année dernière, suite au gel bien sûr. Et on revient sur un niveau de 67 400 tonnes qui n'est pas un potentiel optimum. Comme on l'a dit, il y a des régions, les Baronnies, certains secteurs de l'Ardèche qui ont été touchés par le gel. Mais globalement, le travail de lutte, notamment par les producteurs, a permis de sauver l'essentiel. Et puis une moindre intensité du gel, il faut le dire également. Sur PACA, là aussi, moins d'impact du gel, donc une production qui est attendue autour de 20 000 tonnes. Là aussi, quelques variétés qui sont un petit peu passées au travers, mais globalement, les choses sont à peu près correctes. Et sur le Languedoc-Roussillon, un potentiel là aussi qui augmente légèrement, parce que le Gard pèse plus que le Roussillon au niveau de l'ex-région Languedoc-Roussillon. Donc dans le Gard, la situation est sans doute un petit peu meilleure, alors qu'en Roussillon, comme l'a dit Jean, c'est un petit peu plus compliqué, notamment pour des variétés à floraison tardive. Donc au niveau de la production française qui est attendue, on sera un petit peu en dessous des 130 000 tonnes prévues à ce jour. Effectivement, c'est encore un petit peu tôt, il y a encore des choses qui peuvent évoluer. Alors que l'année dernière, on était autour de 57 000 tonnes, donc une différence très significative. Une moyenne à 118 000 tonnes, mais qui est déjà impactée par des années de gel, puisque dans le passé, on a connu des années à 160 170 000 tonnes de potentiel. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une tendance lourde à la baisse des surfaces abricots en France. Et bon, peut-être ce potentiel, on n'est pas prêt de le revoir, en tout cas dans les prochaines années. Voilà, donc une situation qui est nettement plus positive que l'année dernière, en espérant que le contexte soit favorable à la mise en marché en termes de climat et en termes d'appétit des consommateurs pour l'abricot français. Donc la répartition de cette production dans les différents bassins de production, avec Rhône-Alpes qui reprend bien sûr sa situation de leader, suivi du Languedoc-Roussillon et de PACA. Avant de passer à l'Europe, peut-être une question que j'ai oublié à poser à Santiago Vázquez sur l'évolution du verger, un petit peu de manière tendance structurelle, dans la région de Murcia, qui est une région importante, là aussi touchée par les accidents climatiques. Donc Santiago, depuis ces dernières années, quelle est l'évolution des producteurs? Est-ce qu'il y a une continuité sur l'augmentation des surfaces, le renouvellement des nouvelles variétés et quels marchés sont visés par les producteurs du sud de l'Espagne? Bien, en España se ha hecho un esfuerzo varietal muy importante en los últimos 20 años. Ces dernières 20 années, on a eu une évolution et les producteurs n'ont cessé de se renouveler pour s'adapter justement aux circonstances climatiques et autres. Et ces dernières années, ce que nous avons vu, c'est une augmentation de la productivité, non due à une augmentation des surfaces ou du nombre de producteurs, mais une augmentation de la productivité grâce à une meilleure culture.
avec des variétés différentes qui ont donné de meilleurs résultats et la production est plus compétitive avec des tendances de marché que nous suivons. Et au niveau structurel, nous avons une meilleure augmentation justement en termes des coûts de production. Et cela en raison de l'augmentation du coût de l'électricité, des produits phytosanitaires, quelquefois jusqu'à 100-200%. Et donc, nous avons des coûts de 30 à 40% supérieurs à l'an dernier. Et nous pensons qu'on pourra justement répercuter cette augmentation de coûts et que tout le secteur pourra continuer à produire pour la campagne. On termine les données chiffrées. On fera un petit aparté sur la pêche nectarine parce qu'on ne vous présente pas les prévisions, mais on va quand même essayer de questionner les intervenants pour avoir quelques informations. Donc la prévision européenne qui remonte, donc, puisque à part l'Espagne, toutes les zones de production, tous les pays producteurs voient leur production augmenter. Donc l'année dernière, on était à moins de 400 000 tonnes, ce qui était historique, parce que ça allait remonter à 98, 2003 ou 95 pour trouver des années aussi basses, en dessous des 400 000 tonnes d'abricots en Europe. Et donc 400 000 tonnes l'année dernière, et cette année, on tournerait autour de 515 000 tonnes de production prévue. Et vous avez une autre représentation de cette évolution. Vous voyez les 2021 et 2020 très très largement déficitaires, et 2022 qui est une année normale, on va dire, qui est en dessous des pics de production qu'on a pu connaître en 2019 par exemple, avec 640 000 tonnes, donc on est à plus de 100 000 tonnes en dessous, mais une année moyenne moins en termes de volume, un déficit espagnol et un déficit moins marqué dans les autres pays de production. Donc l'Italie qui redevient le premier producteur européen avec 260 000 tonnes prévues, suivi de la France avec un peu moins de 130 000 tonnes, et la Grèce et l'Espagne autour de 60-65 000 tonnes qui sont prévues. On dépasse un petit peu le temps, mais comme on est les derniers, il n'y a personne derrière nous, on peut se le permettre. On va faire un tour rapide des tendances. Alors je sais que notamment nos amis italiens ou catalans ne veulent pas donner de chiffres, mais en tout cas des tendances sur la pêche et la nectarine. Au niveau climatique et au niveau printemps, enfin, floraison et autres, est-ce qu'il y a des choses remarquables à ajouter, à dire sur cette campagne de pêche nectarine? Thomas, pour commencer peut-être. Pour la pêche et nectarine, la situation est trop précoce, justement pour les raisons que nous avons citées auparavant. D'une chose, je suis sûre, c'est que la surface des plantations cette année en Italie sera inférieure par rapport aux années passées. Il y a une diminution qui ne fait que continuer. En ce qui concerne la situation, ça fait 2 ans sur la pêche et la nectarine, 2 ans très difficiles. 750 000 tonnes ces dernières années a été un record pour l'Italie. Mais cette année, la situation est encore à évaluer en fait. Nous n'avons pas de chiffres. La floraison semble bien aller, mais on est en retard sur la saison. Il est difficile maintenant de présenter les calculs. Avec Santiago peut-être, melocotón nectarina, como ves un poco la temporada, como... Bien, la temporada vendrá también bastante marcada por la pérdida de producciones que hemos tenido la perte de production, conséquence des gelées de printemps. Par conséquent, aujourd'hui, nous n'avons pas encore les choses fermées, mais en Catalogne et en Aragon, le froid a eu un impact très important avec des pertes, pas autant que pour d'autres fruits, mais nous avons une perte importante de pêche nectarine et de ce type de fruits à noyaux. Et pour les régions qui commencent leur production en juin, juillet, août, le mois de mai, la production d'abricots, nectarines la production sera à peu près normale, très proche de ce que connaît habituellement. Est-ce que tu peux compléter? La région de Catalogne, l'Aragon également ont été touchés par le gel, on l'a vu sur l'abricot. Est-ce que pour les pêches nectarines, on prévoit un peu la même chose? Comme vous le savez,
Il est trop tôt. Il nous manque quelques semaines afin de pouvoir faire les prévisions, mais on peut vous dire d'ores et déjà que ça va être un minimum historique. Bon, il y a eu le problème du gel. La zone la plus importante de production en Europe, la Catalogne, l'Aragon, ce sont les zones qui ont été frappées de façon brutale. Comme je vous l'ai dit il y a un moment, ce sont le gel le plus important de mémoire, même d'homme presque. Et ceci va être en fonction des zones, mais ce qu'il est clair, et on sait que la réduction de la production va être très, très importante, à différence de ce que Santiago disait concernant la zone du sud. Ici, on a été vraiment frappé d'une façon brutale. On est très, très préoccupé. Ce qu'il est clair, c'est que pour toute l'Europe, il va y avoir de bons prix, des meilleurs prix que les années dernières, mais parce qu'il y aura l'effet de la répercussion de coûts. Et en plus, parce qu'il n'y aura pas suffisamment d'offres, La dernière foire de logistique à laquelle on est allé, j'ai été vraiment frappé en parlant avec des interlocuteurs acheteurs de l'Europe. Quelques-uns, ils riaient presque, disant que ils essayaient de réduire l'importance de les aléas climatiques. Et ceci démontre une méconnaissance totale, parce qu'on a été vraiment très, très frappé. Et aujourd'hui, on peut déjà dire qu'il y aura il va manquer de l'offre en Europe de la pêche de la nectarine. Il va y avoir une discrimination. Nous, on va prioriser les marchés de proximité. On va réduire l'export. C'était un 15% important d'export vers les autres pays. Le sens global, avec effectivement le nord de la Catalogne, la Catalogne et l'Aragon, le nord de l'Espagne est extrêmement touché par le gel, et donc un impact évident sur la production espagnole. On finit, Bruno, peut-être avec un point pour la production française en pêche nectarine. Alors, un peu comme nos collègues, on a quelques jours de retard par rapport à 2021, une petite semaine. Donc on n'a pas de chiffres encore aujourd'hui, mais globalement, pas d'impact gel signalé. Ça veut dire que pour l'instant, on est sur une situation normale et avec un verger, contrairement à l'abricot, qui est plutôt stabilisé, avec un taux de renouvellement ces dernières années assez important en pêche et nectarine. Donc pas d'augmentation du verger, un verger stable, et aujourd'hui pas d'impact, donc très optimiste aussi sur le verger pêche nectarine à l'heure d'aujourd'hui. Merci. Donc on va éventuellement répondre à une ou deux questions s'il y a des questions. À moins qu'on ait été suffisamment clair ou suffisamment long, je ne sais pas. Non, c'est bon. Bon. Ben écoutez, je vous remercie à toutes et à tous. Je vous donne rendez-vous le mardi 24 mai. Mardi 24 mai pour les prévisions de récolte pêche nectarine qui auront lieu en visioconférence, en distanciel. Donc vous aurez toutes les informations sur le site du Medfel pour les connexions, les horaires, etc. Mais prenez d'ores et déjà date pour le mardi 24 mai pour les prévisions européennes pêche nectarine. Je vous remercie pour votre présence tardive. Et je vous donne rendez-vous le 24 mai, ou je vous donne rendez-vous l'année prochaine, toujours à Perpignan. Merci, au revoir et à bientôt.